en tout cas les allocutions officielles. Et on va démarrer par Monsieur Olivier Roveret, qui est directeur départemental adjoint du Nord pour l'Agence régionale de santé. Olivier, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, Ingrid? Oui, Olivier, pas de souci, ça va super. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir et je tiens à remercier les organisateurs de ces deux temps d'échanges régionaux, l'IREV, la métropole et puis Migration Santé, pour avoir proposé au directeur général de l'Agence régionale de santé, M. Vallée, de réaliser, de faire ces quelques propos introductifs, directeur général que je représente aujourd'hui. Donc, prévenir les discriminations pour plus d'égalité en santé. Vous savez, la santé et la protection contre les discriminations devant la loi sont des droits fondamentaux de l'être humain, affirmés dans de nombreux textes majeurs tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Constitution française dans son préambule. Mais force aujourd'hui est de constater, malgré toutes les lois et tous les dispositifs qui ont pu être mis en œuvre depuis maintenant une trentaine d'années, l'existence d'un accès aux soins qui demeure encore aujourd'hui inégal et inéquitable dans notre population. Ces inégalités sociales et territoriales de santé sont très marquées dans notre région, et en particulier le département du Nord et du Pas-de-Calais, bassin minier, mais je vois qu'on a aussi des personnes de l'Alsace, donc effectivement les problématiques liées au bassin minier qui ont particulièrement marqué notre population en matière de santé sont aussi les mêmes. Nous constatons malheureusement toujours encore aujourd'hui des retards de soins, des renoncements aux soins, des parcours de soins erratiques, touchant en priorité les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Alors, le programme régional d'accès à la prévention et aux soins, institué par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui date, je crois, maintenant de 1998, a pour objectif d'assurer aux personnes les plus démunies cet accès à la santé. Ce programme se trouve conforté par la loi de modernisation de notre système de santé en étant le seul programme obligatoire dans le cadre des projets régionaux de santé que vous devez maintenant tous connaître, puisque chaque agence régionale de santé a défini avec les acteurs du territoire un programme régional de santé. Alors, les facteurs de non-recours et de renoncement aux soins sont multiples et complexes. D'ailleurs, vous allez y travailler pendant ces deux demi-journées d'échange de travail. Ces facteurs donc relèvent de l'individu lui-même, mais aussi des institutions et du système de santé au sens large dans leur fonctionnement. La relation soignant-soigné, par exemple, peut être altérée par les représentations que peuvent avoir certains professionnels de santé sur la précarité, pouvant conduire à une inadaptation de la réponse, voire à des possibles refus de soins. Être confronté pour la personne à une situation de refus de soins, avoir peur d'être stigmatisé ou jugé sont autant de situations de discrimination qui peuvent amener une personne à renoncer à ses soins. Alors, ces discriminations, elles ne relèvent pas stricto sensu du champ de compétences des agences régionales de santé. Or, bien sûr, l'examen d'un signalement entrant dans le champ de la santé environnementale. Mais ces discriminations, dans leur traitement, elles relèvent plutôt d'un recours amiable ou juridictionnel. Ça fera aussi l'objet de nombreux échanges. Je repense au guide que je suis en train de chercher, là, le guide que je vous invite à lire, Un vers plus égalité en santé. Donc, je disais qu'elle relève d'un traitement par l'ordre des professionnels, des conciliateurs de l'assurance maladie, le défenseur des droits, la commission des usagers au sein des établissements, par exemple. On n'est pas vraiment dans le champ des agences régionales de santé. Cependant, dans le cadre de notre programme régional de santé, dans le cadre du PRAPS que j'évoquais tout à l'heure, nous allons mener des actions qui doivent participer à la lutte contre certaines de ces discriminations. Je citerai juste quelques exemples. Par exemple, donc, le développement d'une offre de formation à destination des professionnels de santé afin d'améliorer leurs connaissances sur les problématiques de santé liées à la précarité. L'idée étant bien évidemment d'éliminer des a priori qu'on peut avoir par rapport à ces publics qui sont très, très vulnérables. Autre action que nous allons mener là dans les mois qui viennent, ça va être le renforcement des modes de médiation en santé, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent d'aller vers les populations, d'aller vers l'habitant pour pouvoir les accompagner dans le système de santé. Trop souvent, aujourd'hui, on constate une méconnaissance du système de santé, une appréhension dans les modes d'accès ou la manière dont on va être reçu. Le rôle de ces médiateurs santé qu'on développe énormément dans la région avec la préfecture du Nord,
voilà. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment amplifier et développer, ce qui permet d'être au plus près, de répondre vraiment aux craintes et aux besoins de ces personnes et vraiment les accompagner même physiquement dans le système de santé. Et également, il ne faudrait pas oublier quand même tout le travail qu'on peut faire avec l'assurance maladie, puisque là aussi, en termes de renoncement, non-recours, travail qu'on mène avec l'assurance maladie depuis longtemps afin de permettre l'ouverture des droits et de favoriser notamment tout ce qui est lié au dépistage ou au repérage, je pense notamment au bilan de santé. Et finalement, ce travail qu'on mène conjointement, et d'ailleurs l'assurance maladie, copilote du PRAPS, vise bien évidemment à faciliter un retour aux soins. Enfin, je conclurai par une autre thématique qui est finalement l'absence ou l'insuffisance de maîtrise de la lecture, de l'écriture ou de la langue française. Trop souvent, on est confronté à ces difficultés-là, d'autant plus qu'on a effectivement une région qui malheureusement connaît voilà, le phénomène de migration des migrants. Donc là, l'agence a prévu d'engager effectivement une réflexion également sur l'organisation d'un réseau régional d'interprétariat. Voilà, donc j'ai juste souhaité avec deux, trois exemples vous présenter un petit peu notre politique qui vise, avec l'assurance maladie, je le redis encore, à finalement essayer de lutter contre ce renoncement aux soins, ce non-recours aux soins. Voilà, donc je ne doute pas que vous aurez des échanges très, très riches durant ces 2 demi-journées. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre écoute et je vous souhaite de bons travaux. Merci, Monsieur Rovere, pour votre intervention. Merci beaucoup. Je pense que vous ne pouvez pas rester sur toute la conférence, mais en tout cas, merci pour votre implication. Merci. Alors, je vais du coup vous relayer les propos introductifs du préfet délégué à l'égalité des chances, Monsieur Barnier, qui est également aussi président de l'IREV. Il n'a pas pu être présent cet après-midi avec nous physiquement, mais nous avons pu enregistrer ses propos ce matin. Je vais donc vous relayer la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire de l'IREV consacré au thème « Prévenir les discriminations pour plus d'égalité en santé ». Je voudrais d'abord rappeler un phénomène assez connu, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est que de manière générale, les indicateurs de santé sont extrêmement dégradés dans les Hauts-de-France et particulièrement dans les quartiers politiques de la ville. Juste quelques chiffres au niveau de la région. L'espérance de vie est inférieure de 3 à 4 ans à celle que l'on constate au plan national. Par exemple, le taux de diabète est le double de la moyenne nationale. Cela s'explique par un certain nombre de phénomènes liés, par exemple, à un taux de consommation d'alcool supérieur. Et puis, de manière générale, à sans doute une prise de conscience de la nécessité d'avoir des soins sans doute pas suffisante. Évidemment, cette situation pose multiples problèmes. Je voulais également rajouter que dans les quartiers politiques de la ville, les derniers chiffres sur le Covid qu'on a connus ces dernières semaines ont montré effectivement des taux de contamination, des indices de contamination extrêmement élevés. Si sur la MEL, la métropole européenne de Lille, on avait des indices de contamination à peu près à hauteur de 1000, un peu moins de 1000. On a dans certains quartiers de cette même métropole et dans d'autres grandes métropoles et quartiers de la politique de la ville du Nord, des taux qui étaient supérieurs à 1200, donc parmi les plus élevés de France, ce qui prouve bien la nécessité d'avoir une réponse sanitaire particulièrement spécifique à ces quartiers. Évidemment, cette situation pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est d'abord un enjeu réel pour les patients, d'autant plus qu'évidemment, au-delà des phénomènes strictement sanitaires, on voit bien que nous sommes confrontés à des discriminations qui touchent les habitants des quartiers. Les discriminations peuvent être de différentes natures. Il y a évidemment des difficultés à l'accès aux soins. Il y a également, et c'est totalement inadmissible, des refus de soins de la part de quelques professionnels de santé. Certes, ils sont rares, il s'agit évidemment de quelque chose qui n'est pas admissible. Et puis, on a également des refus de déplacement de certains professionnels de santé dans les quartiers,
pour des raisons notamment alléguées de sécurité, qui peuvent être réelles, mais en tout cas qui ne doivent pas conduire à une absence de soins, une absence d'accès à la médecine d'urgence. Évidemment, ce mauvais fonctionnement du système de santé doit être combattu. C'est un enjeu réel pour les patients. Ne pas avoir accès à la santé, c'est évidemment une baisse de l'estime de soi. Elle entraîne des situations de refus ou en tout cas de non-adhésion au parcours de soins qui finalement, au-delà de telle ou telle maladie, se traduisent au long terme par des indices sanitaires désastreux, ceux que j'évoquais au départ. Mais c'est également un enjeu pour les professionnels de santé. L'insatisfaction professionnelle qui résulte de cette situation, évidemment, doit être combattue et doit être traitée. Et puis, évidemment, et c'est un enjeu collectif pour la société, il est totalement inadmissible et anormal que les personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville n'aient pas accès dans les mêmes conditions à tous les dispositifs de soins, qu'ils soient préventifs ou curatifs. Alors évidemment, nous ne restons pas inactifs. L'État, évidemment, joue son rôle. Quelques exemples peut-être dans les Hauts-de-France, et notamment sur la métropole européenne de Lille. D'abord, la création des médiateurs sociaux, adultes relais, médiateurs sociaux en matière de santé. Il y a, vous le savez, 450 à peu près médiateurs locaux, adultes relais dans les Hauts-de-France, dans le Nord, pardon. Il y en a une vingtaine qui ont été spécialisés sur les problématiques de santé, en lien étroit avec l'aide de l'ARS, que je remercie. Et ces médiateurs santé sont évidemment là, au plus proche des habitants, pour les accompagner dans leur démarche administrative, pour les inciter à se soigner. Et c'est vraiment quelque chose de très innovant que nous allons essayer de développer. Et puis, je devais aussi signaler, pour terminer, l'action que nous avons engagée au départ dans 3 villes de la métropole européenne de Lille, mais dispositif qui est en train de s'étendre à tout le département, c'est les ambassadeurs de prévention et de lutte contre le Covid. L'idée, c'est de créer un réseau de travailleurs sociaux qui travaillent dans les centres sociaux, auprès des CS, d'adultes relais médiateurs santé, évidemment, pour le compte de l'État, plus généralement d'adultes relais, et puis de tous les bénévoles du monde associatif, des personnes qui souhaitent s'engager pour porter la bonne parole, pour mieux faire connaître les gestes barrières, les gestes de protection, et mieux faire connaître l'intérêt qu'il y a de les préserver. Voilà, nous ne baissons pas la garde, que ce soit sur le Covid, évidemment, qui est d'actualité, mais également sur toutes les problématiques de santé publique, de fond, qui sont structurelles dans notre département et dans l'EQPV. Je crois que ces efforts sont réels, il faut les maintenir, les amplifier. Et un séminaire comme celui que l'IREV organise aujourd'hui, je trouve, est une bonne occasion de mieux faire connaître ces problématiques, de réfléchir avec tous les professionnels pour trouver des solutions qui soient adaptées à la spécificité des quartiers. Je vous souhaite de bons travaux et je vous remercie de votre participation très active. Merci à toutes et à tous. Voilà pour les propos introductifs. Je vais laisser la parole à Madame Sylvie Mosser-Lutz, j'espère que je le prononce bien, corrigez-moi si ce n'est pas le cas, qui est vice-présidente de Migration Santé Alsace. Je le rappelle, hein, l'événement est organisé avec Migration Santé Alsace et puis la métropole européenne de Lille. Sylvie, je vous laisse ouvrir votre micro et je vous en prie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, je parle au titre de mon rôle de vice-présidente de Migration Alsace que j'habite depuis plus de 10 ans. Je suis honorée et très heureuse d'introduire cette rencontre en fait. Et tout d'abord, je voudrais remercier le public, puisque c'est vrai qu'il y a une très large inscription. Enfin, vous êtes 135 inscrits, même si pour l'instant vous êtes 67 présents. Et j'ai constaté aussi que vous représentez une multiplicité de métiers, de fonctions, de structures et dans plusieurs champs. Aussi bien le champ, on va dire, de la prévention, de la santé, du social, de l'éducatif, de la justice, mais aussi bien sûr de la politique de la ville et d'autres niveaux territoriaux, sans oublier les représentants du tissu associatif. C'est vrai que j'ai un peu, grâce à Ingrid Dequin, j'ai un peu balayé la liste qu'elle m'a adressée vendredi et c'est très diversifié, multiple.
Et du coup, je trouve que ça témoigne vraiment d'un intérêt pour cette thématique délicate de la prévention et la lutte contre les discriminations, et qu'on sent que vraiment ça traverse tous les strates de la société. Et j'en suis ravie, puisque c'est vrai, comme l'ont rappelé les deux précédentes personnes, ça fait partie des droits fondamentaux, l'égalité à l'accès aux soins et à la santé. Je voudrais aussi remercier les contributeurs qui vont intervenir cet après-midi et l'après-midi du 7 décembre, les partenaires qui se sont mobilisés autour de cet événement, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires qui nous soutient, et je reviendrai sur la démarche plus tard, et je pense qu'Émilie Young aussi, depuis le début de ce travail autour du guide, le défenseur des droits et ses représentants, les représentants de l'ARS et de la préfecture, l'ordre des médecins, l'espace régional d'éthique Hauts-de-France, l'association Iris Formation. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, sachez que tous les partenaires, nous vous remercions d'avoir contribué à la réalisation de ces deux demi-après-midi. Tout particulièrement, bien sûr, nous voudrons remercier les organisatrices de la métropole de Lille et de l'IREV qui ont permis le maintien de cette conférence grâce à leur investissement, à la fois relationnel, organisationnel, dans le fond et dans la forme, mais aussi dans cette gestion technologique du format lié à la visioconférence. C'est vrai, comme je le disais au début, en fait, nous sommes 3 personnes, donc Émilie Young, Hatice Küp et moi-même, nous parlons depuis Strasbourg. Donc, c'est vrai que vous-même, vous êtes chacun chez vous, et nous parlons d'une région à une autre, finalement, grâce à cette nouvelle technologie. En effet, malgré la crise sanitaire, mais surtout au vu de celle-ci, du fait de son ampleur, de son caractère inédit, qui a demandé finalement à chacun de nous, mais aussi à toutes les institutions locales, nationales, internationales, de nombreuses adaptations, délicates et créatives, il nous a paru essentiel et indispensable de maintenir ces temps en adaptant le format à la visioconférence, car, comme l'ont dit aussi mes prédécesseurs, les populations vulnérables ont pu être exclues des dispositifs, ou en tout cas s'avèrent souvent plus touchées de par leur mode de vie, de par leur promiscuité ou de par leur distance à l'égard des systèmes de soins. Or, nous participons tous par nos actions au maintien de l'égalité dans le champ de la santé. Je vais maintenant présenter la démarche de Migration Santé. Migration Santé Alsace est une association qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'est créée à Strasbourg et qui promeut auprès des institutions l'accès aux soins et aux droits des populations migrantes à travers des actions initialement pour lever la barrière linguistique. Tout d'abord, un service d'interprétariat professionnel, médical et social a été créé dès la fin des années 70. En même moment, un pôle d'éducation en santé, d'animation collective en langue d'origine autour des thématiques de santé et du social. Depuis 2010, toujours dans un souci d'accessibilité et d'égalité, nous avons développé un axe autour de la prévention et la lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. Outre la création d'un réseau de veille et de vigilance, l'élaboration du guide national en 2019 que va vous présenter Émilie Young en a été un des événements majeurs. Cette rencontre organisée dans votre région Hauts-de-France est en effet la 3e, en fait, puisqu'avant la crise sanitaire, nous avons déjà pu partager notre démarche à Metz et à Lyon auprès à chaque fois de 150 personnes environ. Cette tournée des régions se poursuivra en 2021 en Bretagne, en Occitanie, et doit se finaliser courant 2022 par un temps national, que nous espérons vivement en présentiel, mais surtout que nous espérons un temps qui puisse relayer les ressources et les pratiques récoltées parmi les initiatives multiples portées au plus près des populations dans et par les acteurs territoriaux de proximité. D'où l'intérêt vraiment de faire la tournée des régions pour être au plus près des actions et des besoins, en fait, et donc de pouvoir relayer tout ça au niveau national sans que ça soit forcément dans un format standardisé homogène, mais plus comme une récolte de diversité d'expériences multiples. Les problèmes de discrimination dans le monde de la santé, en fait, ont souvent pu et peuvent encore être invisibilisés. En effet, elles ne s'inscrivent pas dans des références philosophiques et déontologiques de ces professions. Elles peuvent ainsi s'avérer délicates à être identifiées, analysées et remontées. Or, nous le savons, ces situations existent. Il est nécessaire d'en prendre acte afin de permettre l'égalité d'une prise en soin pour chacun, chacune, grâce à l'amélioration des pratiques individuelles, mais aussi collectives et systémiques.
Ces 2 après-midi, puisque c'est aujourd'hui le 23 en fait, et l'après-midi du 7 décembre, vont nous permettre de travailler autour de 3 axes. Tout d'abord, la sensibilisation des professionnels à ces aspects, un renforcement théorique pluridisciplinaire et méthodologique, ça sera cet après-midi, aujourd'hui, et la prochaine fois, l'après-midi sera consacré à vous renforcer dans un outillage plus concret à travers la présentation de ressources et de témoignages d'initiatives et de pratiques inspirantes. Parce qu'en effet, des actions ont déjà lieu et en fait, souvent, elles sont connues dans un certain cercle et elles méritent d'être diffusées plus largement, en tout cas d'être partagées. Cet après-midi, comme vous avez pu le voir dans votre programme, est organisé en 4 temps principaux. Le premier temps va être une plénière pendant laquelle Madame Émilie Young, directrice de Migration Santé, va présenter le guide vers plus d'égalité en santé. Le deuxième temps sera consacré à une analyse d'une situation du guide. Nous l'avons voulu ainsi dans le but de permettre une appropriation de ce document qui est construit de façon pédagogique, mais qui est quand même assez dense dans ses contenus. Et donc, de pouvoir travailler en sous-groupe à partir d'une situation travaillée vous offrira l'occasion de vous initier au document. Ensuite, nous retrouverons Madame Clémence Lévesque, qui est chef de pôle régional du Défenseur des droits et qui présentera les outils du Défenseur des droits, toujours autour de cette question, pour finir par une conclusion d'environ 30 minutes permettant échange et synthèse, en fait, et donc vous invitant aussi à revenir la fois suivante. Voilà, pour ma part, je crois que j'ai terminé mon introduction. Merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, vous avez fait le lien avec la prochaine intervention et donc on va suivre notre programme. Je vous ai également remis le programme dans le chat pour que vous puissiez aussi suivre le déroulé. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Émilie Young, qui est directrice de l'association Migration Santé Alsace, et qui va effectivement évoquer et détailler un peu plus précisément le guide qui a été réalisé sur les discriminations dans le domaine de la santé. Émilie, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, c'est bon pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, oui. Super, ok. Alors, attendez, je tente de tout de suite partager mon PowerPoint, comme ça, j'aurai plus à me soucier de la technique. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous le voyez? C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, d'abord, je suis Émilie Young, directrice de Migration Santé Alsace. Comme ça a été annoncé, je vais vous présenter le guide vers plus d'égalité en santé. Mais avant ça, c'est vrai que je souhaiterais me joindre aux paroles qui ont été énoncées avant pour dire que, pour vous remercier de votre présence et de votre présence nombreuse, parce que c'est vrai que pour nous, c'était un défi d'organiser ces temps en visioconférence, alors que c'était des temps au départ prévus en présentiel. Et du coup, je suis très contente que vous ayez pu répondre présent. Et je voulais aussi vous remercier parce que, comme ça a été souligné, parler de discrimination dans le domaine de la santé, eh bien, c'est un sujet délicat, sensible, peut-être d'autant plus délicat en ce moment où on est dans une crise sanitaire et où du coup le système de santé se retrouve très largement mis en tension. Et donc, du coup, je vous remercie d'autant plus pour votre présence aujourd'hui dans ce contexte tellement particulier. Ce qui me semble important de pouvoir parler de discrimination, ça a déjà été un peu signalé, mais c'est vraiment parce que finalement, il y a une idée reçue selon laquelle la question des discriminations, c'est des choses qui existent dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, des loisirs, mais finalement, il y aurait une idée selon laquelle la santé serait plus préservée des discriminations que d'autres domaines. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a une éthique professionnelle, une déontologie qui permettrait d'éviter ce type de discrimination. Ça, c'est une idée reçue assez souvent partagée qui fait que c'est difficile de parler de discrimination dans le domaine de la santé.
Et pour autant, eh bien, on voit qu'on a un certain nombre d'études et d'enquêtes qui vont montrer et souligner qu'il existe des pratiques discriminatoires aussi dans le domaine de la santé. Ces études, j'en parlerai pas trop puisqu'il y aura dans un deuxième temps avec le défenseur des droits qui en présentera justement une récente. Mais du coup, on voit bien qu'ici, on a une confrontation entre une représentation et une idée selon laquelle il y aurait peu de discrimination dans le domaine de la santé et des études qui vont venir montrer le contraire. Donc, l'idée de ces journées, c'est déjà de pouvoir prendre acte que c'est des pratiques qui existent et sur lesquelles il est nécessaire d'agir. Donc, la philosophie à Migration Santé, c'est de se dire effectivement, du coup, ça va demander quelque chose d'un peu difficile, une démarche un peu difficile, puisque on va décider de prendre un temps pour mettre le focus sur des dysfonctions du système de santé, des situations dans lesquelles en fait le système de santé va reproduire, voire amplifier des inégalités sociales qui existent déjà par ailleurs. Donc ça, c'est une démarche qui n'est pas nécessairement facile à faire. Mais néanmoins, c'est une démarche qui est intéressante parce que c'est ce qui va permettre derrière d'aller chercher qu'il y ait un droit effectif à la santé, que les droits fondamentaux qu'a cité le représentant de l'ARS puissent effectivement être garantis. Et donc, pour nous, la boussole, c'est vraiment celle-là. C'est que oui, on va travailler sur un moment des dysfonctionnements, des problématiques, mais avec l'idée d'aboutir à plus d'égalité en santé. Et pour moi, votre présence aujourd'hui, elle signifie ça aussi, que vous êtes des acteurs qui avaient la volonté de garantir plus d'égalité en santé. Et le fait que, eh bien, à chaque journée qu'on a pu organiser dans les différentes régions, finalement, on arrive à mobiliser un grand nombre de personnes, je trouve ça intéressant parce que ça montre vraiment qu'il y a un changement qui est possible. Alors, ceci étant dit, donc, je vais vous présenter le guide, mais l'idée à travers la présentation du guide, ce n'est pas seulement de présenter un outil, c'est aussi de pouvoir partager finalement un langage commun qui nous permettra ensuite d'avoir une base commune sur laquelle échanger et discuter. Du coup, je profiterai de cette présentation du guide pour vous donner des éléments de définition, pour travailler aussi sur les facteurs de discrimination et sur les pistes possibles pour prévenir et lutter contre les discriminations. Alors, j'essaye de passer, voilà. Donc, j'avais fait une diapositive sur Migration Santé Alsace. Je ne vais pas la présenter puisque Sylvie a très bien fait la présentation de l'association. Je reviendrai juste sur le fait que ce travail autour de la prévention et de la lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qu'on a, c'est une démarche qu'on a initiée donc, en 2013. Donc, c'est une démarche relativement récente par rapport à l'histoire de notre association. Et c'est une démarche qui se voulait expérimentale. Donc, on a commencé vraiment par des petites choses, un travail assez modeste. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est un axe qui a pris de plus en plus d'ampleur. Les différentes actions qu'on a pu mener autour de cet axe, on les a fait en partenariat avec l'ORIV, l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, qui est quelque part l'équivalent de l'IREV en région Grand Est. Et dans les différents temps qu'on a pu mener, on a toujours travaillé avec des professionnels de la santé et du social. Et on est parti de situations vécues qu'on a analysées, décortiquées pour voir quels étaient les facteurs qui pouvaient conduire à des discriminations et quels étaient les leviers qu'on pouvait imaginer pour pouvoir lutter contre ces discriminations. Donc, c'est vraiment un travail qui part du terrain et du retour de situations de professionnels de la santé et du social. Alors, le guide, il faut savoir que c'est d'abord une compilation et une synthèse de tous ces travaux qu'on a pu mener antérieurement. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire une synthèse des différentes réflexions, analyses qu'on a pu avoir dans différents temps de sensibilisation, d'échange et de formation qu'on a fait avec des professionnels de la santé et du social. Donc, le guide, c'est d'abord ça, pouvoir compiler un certain nombre de recommandations et d'analyses pour pouvoir aussi les diffuser plus largement, ne pas rester qu'en Alsace ou en Grand Est, mais pouvoir aussi diffuser au niveau national. Ce guide, il poursuit 3 objectifs. La première idée, c'est de sensibiliser les professionnels et les bénévoles associatifs aux discriminations vécues par les usagers et les usagères dans le système de santé. C'est aussi d'apporter des éléments d'analyse et de présenter des pistes opérationnelles.
Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de cibler les professionnels et les bénévoles associatifs? Eh bien, c'est parce que c'est un guide qui vise l'amélioration des pratiques et donc il nous semblait nécessaire de viser ces personnes qui avaient des pratiques, les personnes qui perpétraient les pratiques. Donc, comme on était sur une amélioration de pratiques des professionnels, il paraissait assez logique de s'adresser directement aux professionnels et aux bénévoles associatifs. Donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect qui me semble tout aussi important, si ce n'est plus important, c'est que dans tous les échanges qu'on a pu avoir, on se rendait compte aussi que bien souvent, les professionnels et les bénévoles se retrouvent dans des situations de témoins. Ils sont témoins de situations de discrimination ou de pratiques problématiques de collègues. Et bien souvent, ils ne savent pas comment se positionner. Donc, pour nous, il y avait aussi un enjeu d'outiller tous ces professionnels et de leur permettre de pouvoir se positionner et réagir plus facilement. Un autre point que je voudrais souligner au niveau des objectifs, c'est que, et on va le voir ensuite, quand on parle de discrimination, on a beaucoup de critères de discrimination. Le guide, il fait déjà une 60aine de pages et c'est vrai qu'on ne pouvait pas le transformer en encyclopédie. Du coup, on s'est limité à certains critères et on a travaillé plus spécifiquement les critères liés au sexe, à l'origine, à la langue, à la précarité et au lieu de résidence. On n'a pas traité d'autres critères comme le handicap ou la question de l'orientation sexuelle, etc. Néanmoins, j'espère que certains éléments du guide peuvent être réutilisés pour travailler sur d'autres critères de discrimination. Mais ça me paraît important de souligner aussi les limites de cet outil. Donc, ce guide, il a été rédigé par Migration Santé Alsace, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il a été porté par un comité de pilotage et il y a aussi eu tout un groupe de relecture qui fait qu'au total, on a plus de 24 structures qui ont été impliquées à un moment ou à un autre dans la conception de ce guide et on a plus de 50 personnes qui ont participé, soit sur la réflexion sur les objectifs, sur les relectures, etc. Donc, pour nous, on voulait aussi que ça soit un objet collectif et pas seulement un objet porté par notre association. Enfin, c'est important aussi de le souligner, ce guide il a été rendu possible grâce au soutien financier du CGET qui est aujourd'hui l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et de l'EREG qui est l'espace régional d'éthique du Grand Est. Voilà pour vous donner quelques éléments sur la démarche. Le guide en tant que tel, vous pouvez le télécharger sur notre site. Déborah Facon a déjà renvoyé le lien. On a aussi des exemplaires papier. Donc, vous pouvez solliciter soit l'IREV, soit Migration Santé pour recevoir des exemplaires papier. Donc, maintenant je vous ai fait juste une petite présentation donc, de la démarche et du guide en tant que tel, je vous propose qu'on rentre dans des éléments en termes de définition et puis de voir concrètement de quoi on parle quand on parle de discrimination dans le domaine de la santé. Alors, le choix qu'on a, le terme de discrimination, c'est un terme qui est très polysémique. Du coup, on pourrait partir de définitions différentes. Le choix qu'on a fait, c'est de partir de la définition juridique. Puisqu'on travaille sur la question des pratiques professionnelles, il nous semblait important de voir finalement quel était le cadrage juridique et comment ce cadre juridique pouvait orienter les pratiques. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que finalement, on va travailler avec des professionnels de la santé et du social, donc des personnes qui ne sont pas juristes. Et il y a un peu une question de comment finalement permettre à des non-juristes de pouvoir intégrer des aspects du droit sans que ça soit trop laborieux non plus. Pour cela, en fait, on est parti d'une grille d'analyse qui nous semble intéressante pour pouvoir analyser les situations. Alors, elle n'est pas suffisante, donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner différents ingrédients qui peuvent caractériser une discrimination. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est que si dans une situation, vous retrouvez ces différents ingrédients, vous pouvez allumer tous vos warnings et vous dire, potentiellement, là, on est face à une situation discriminatoire. Après, ça demandera sans doute d'aller vérifier, de chercher des compléments auprès de juristes spécialisés, d'associations, etc. Mais au moins, ça permet d'avoir une première grille d'analyse. Donc, la grille, c'est la suivante. Donc, on a 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'idée qu'on va avoir un acte de sélection, de tri, une différence de traitement. Donc ça, c'est un élément qui est très important, c'est pour se dire qu'on n'est pas sur une idée ou une intention, mais bien qu'on va se situer au niveau des pratiques, de l'action.
Ça, c'est un premier aspect. Autre chose sur ce premier point d'acte de sélection, de tri et de différence de traitement, c'est que pour les professionnels de la santé et du social, faire des sélections, du tri, traiter différemment les personnes, ça fait partie du quotidien du travail. Parce que si on veut individualiser une prise en charge, forcément, on va faire des différences de traitement. Donc, au quotidien, on est en train de faire des sélections, des tris, etc. Là, la question, et c'est là où on va en venir à notre deuxième ingrédient, c'est sur quels critères on fait ces sélections et ces tris. Et ça, c'est un aspect essentiel, c'est de réfléchir sur le critère. Or, bien souvent, en fait, on a aussi des pratiques, et c'est pour des questions d'efficacité, qui vont être routinières, et du coup, sur lesquelles on ne va plus nécessairement s'interroger sur les critères utilisés. Donc, l'intérêt de réinterroger les situations à partir du concept de discrimination, ça va être aussi de pouvoir s'interroger sur les critères qu'on utilise quand on fait des différences de traitement, etc. Alors, la loi reconnaît tout un certain nombre de critères, plus de 25. Je vous les présenterai rapidement dans la diapositive prochaine, mais voilà, pour l'instant, on garde en tête cette idée de critères. On a un troisième ingrédient important, c'est l'idée que cet acte de sélection va entraîner un préjudice sur la personne, pour la personne. Donc, cette idée de préjudice, ça va nous amener aussi à réfléchir sur finalement, quand il y a telle ou telle pratique, quelles sont les conséquences concrètes que ça a pour les personnes. Ça, c'est un aspect aussi important à mettre en avant, c'est-à-dire que là, quand on parle de discrimination, on est toujours sur les discriminations. Cet aspect-là, pour moi, il me semble important parce que des fois, il y a des confusions qui sont liées à un terme qu'on entend souvent et qui est la notion de discrimination positive. Or, quand on parle de discrimination positive, en fait, on parle déjà de plans, de politiques publiques qui visent à corriger des discriminations existantes. Mais le fait d'utiliser le terme de discrimination positive, du coup, ça entraîne des confusions, comme s'il y avait des discriminations qui pouvaient être négatives, d'autres positives, etc. Du coup, là, je voudrais aussi clarifier le fait que nous, on ne parle jamais de discrimination positive et on parle toujours des discriminations qui sont interdites par la loi. Donc, cet aspect de préjudice, c'est aussi un élément important par rapport à ça. Donc, là, on a déjà 3 ingrédients. Donc, le fait qu'on est sur un acte de sélection, donc une pratique, s'interroger sur le critère, les conséquences pour la personne. Et enfin, on a un dernier point, c'est de se demander finalement dans quel domaine cet acte ou cette pratique a lieu. Et l'idée, c'est qu'on a un certain nombre de domaines qui sont listés dans le droit. C'est pour ça qu'on parle de domaines encadrés par le droit. Donc ça, c'est un dernier ingrédient sur lequel on pourra passer plus vite, parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans le système de santé, on est sur la question des services publics, on est sur la question de l'accès aux biens et aux services, et du coup, c'est toujours encadré par le droit. Donc ça, on sait qu'a priori, si on est sur les questions du système de santé, on est dans un domaine encadré par le droit. Voilà pour vous donner déjà les 4 grands ingrédients à partir duquel on peut réanalyser les situations. Et c'est aussi cette grille-là qu'on va s'entraîner à utiliser dans le temps en atelier. Donc, gardez-la bien en tête, puis s'il faut, on vous la redira. Alors, je passe maintenant à la question des critères. Donc, voilà, vous voyez, on a une liste assez longue. Je vous laisse commencer à la regarder. Alors, ici, je vous ai mis la liste du code de l'article 225-1 du code pénal. Après, il y a encore d'autres critères aussi dans d'autres codes, etc. Mais au moins, là, vous avez déjà une première base et elle est déjà assez longue. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on a des critères très variés. Ça ressemble un peu à une liste à la Prévert, si on peut dire, de critères de discrimination. Alors, il y a des tentatives de catégorisation qui valent ce qu'elles valent, mais bon, qui sont déjà un peu intéressantes pour pouvoir ordonner. On aura par exemple tout un certain nombre de critères autour de la question du genre et du sexe. On parle de sexe, de grossesse, situation de famille, orientation sexuelle, identité de genre. On va avoir aussi tout un certain nombre de critères autour de la question de la santé, que ce soit l'état de santé, le handicap, la perte d'autonomie, les caractéristiques génétiques. On aura tout un certain nombre de critères autour de la question de l'origine, l'apparence physique, le patronyme, notamment donc la question du nom de famille,
et également l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion. On a des critères qu'on va aussi dire d'opinion, donc opinion politique, activité syndicale. Et puis enfin, donc on a le critère de l'âge également. Et enfin, on a le critère autour de la vulnérabilité économique, qui est un critère qu'on voit là dans le code pénal et qu'on va retrouver aussi dans le code de la santé publique avec l'interdiction de discrimination en direction des personnes qui sont bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, ou de la CSS, complémentaire santé solidaire, qui était l'ancienne CMU-CMUC. Donc voilà, pour que vous ayez une vision globale des critères qui sont concernés. Alors, vous me direz, ben voilà, merci pour ces éléments de définition. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, ça donne des formes qui sont très variées de discrimination. Et là-dessus, on peut s'intéresser. Donc, il y a des travaux intéressants de Didier Fassin et Estelle Card, notamment, qui ont essayé d'établir une typologie des formes de discrimination dans le domaine de la santé. Et du coup, ça permet de voir qu'on a vraiment des formes très différentes. Et ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte, parce qu'on a des formes qui vont être assez flagrantes et d'autres qui vont être beaucoup plus diffuses. Mais ce qu'elles vont avoir en commun, c'est qu'elles vont venir interroger cette notion d'égalité, de droit fondamental à la santé. Alors, la première forme, c'est celle du refus de soins. C'est sans doute celle qui est la plus évidente et la plus flagrante. Ça va être, par exemple, le fait de se voir refuser un rendez-vous sur tel ou tel critère. Donc voilà, là-dessus, on sait que les exemples les plus courants, c'est l'idée de se voir refuser un rendez-vous pour une personne du fait qu'elle est bénéficiaire justement de la CMU, de la CMUC ou aujourd'hui de la CSS. Mais on a des études qui vont montrer ces mêmes problématiques de refus pour des personnes qui sont séropositives, par exemple au moment de demander un rendez-vous chez un dentiste. Voilà, donc là, on est vraiment sur la forme la plus flagrante, celle qui a été aussi la plus documentée, et ce n'est pas nécessairement la plus courante. Ensuite, on a une deuxième forme, c'est la question du retard aux soins. Donc, ça va être déjà le fait d'avoir accès à un rendez-vous, mais d'avoir accès à un rendez-vous plus tard qu'un patient lambda. Ça va être aussi des personnes où finalement, il y a des difficultés d'orientation, elles sont renvoyées d'un lieu à un autre, et du coup, elles accéderont plus tard aux soins. On peut aussi imaginer des situations où la plainte, les symptômes vont être moins entendus, moins pris en compte, et du coup, finalement, les personnes vont accéder plus tardivement aux soins qu'elles ne l'auraient été sans tel ou tel critère. Donc, on a cette question du retard aux soins. Ensuite, on a une autre catégorie, c'est la question de l'abaissement de la qualité de la prise en charge. Donc, on voit aussi qu'à chaque fois, on rentre dans des catégories qui sont plus fines, qui demandent vraiment plus de qualité d'analyse et de temps d'analyse aussi. Donc, sur ces abaissements de la qualité de la prise en charge, finalement, la personne va bien accéder aux soins, mais ne va pas nécessairement accéder à tous les soins. Donc, par exemple, ça va être la question, est-ce que les messages de prévention lui ont bien été donnés comme à n'importe quelle autre personne? Ça va être aussi, est-ce qu'un certain nombre de soins de support lui ont été proposés, type soutien psychologique, type intégration dans des études cliniques, etc., etc., etc. Donc là, vraiment, on va s'interroger sur les aspects qualitatifs du système de soins. Et enfin, donc, il y a une dernière forme qui est aussi importante, c'est toute la question des propos stigmatisants qui peuvent accompagner le soin. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez diffus. C'est vrai qu'on pourrait se dire, si c'est des propos, ce n'est pas directement des actes, etc. Mais néanmoins, quand on est dans le soin, eh bien, on sait que la parole, elle fait beaucoup pour pouvoir soigner les personnes. Donc, les propos stigmatisants dans le soin, c'est quand même déjà un acte discriminant également. Voilà pour vous donner un peu une variété des formes possibles. Du coup, le fait qu'il y ait des formes très diverses, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des conséquences diverses. Et du coup, ça sera analysé situation par situation. Néanmoins, cette question des conséquences, elle est encore assez peu souvent prise en compte et elle me semble essentielle à avoir en tête. D'abord, on a des conséquences qui peuvent être directes. Si la personne a un retard aux soins, ça peut être des conséquences en termes de dégradation de l'état de santé, voire dans les situations les plus compliquées, un risque vital engagé. Mais il y a aussi toute la question, et là on va être plus à moyen terme, des retards
et renoncement aux soins. Et ça, c'est vrai que le représentant de l'ARS l'a bien dit, mais je pense que c'est quelque chose d'important aussi et sur lequel il faut insister dans la mesure où on a beaucoup de plans et de projets de santé publique pour lutter contre les phénomènes de non-recours ou de renoncement aux soins, et que de pouvoir faire le lien entre vécu discriminatoire et renoncement aux soins, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une récente étude de l'INED qui est sortie et qui montre que les personnes qui ont souffert des discriminations dans le domaine de la santé renoncent pour 14% d'entre elles à des soins ultérieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être documenté et qui est particulièrement important. Enfin, sur ces aspects de conséquences, je voudrais aussi rajouter le fait qu'on sait que les discriminations en général, quel que soit le domaine, que ce soit l'emploi, le logement, etc., et aussi la santé, en général, ça a des incidences sur la santé mentale des personnes. Pas forcément une discrimination à un moment donné, mais aussi le fait que ce soit des discriminations répétées tout au long du parcours de vie et que ça peut avoir des conséquences en termes d'augmentation d'anxiété, de dépression, etc. Donc, vraiment mettre l'accent sur le fait que prévenir et lutter contre les discriminations, c'est un enjeu de santé publique, ça me paraît une piste majeure à explorer et qu'il est encore assez peu aujourd'hui. Alors, vu que je vois que... Voilà, donc là, je vais, pour terminer, vous dire 2-3 mots sur les questions des facteurs de discrimination et puis des pistes, sachant que c'est des choses qu'on pourra aussi travailler au cours de cet après-midi et de la suivante. Alors, en ce qui concerne les facteurs de discrimination, c'est vrai qu'il y a un facteur qui vient de façon assez évidente ou première, c'est la question des représentations, des stéréotypes et des préjugés. On sait qu'on est dans des sociétés où il y a des représentations, des stéréotypes, et on sait que ces représentations ont un impact sur les pratiques. Si c'est vrai au niveau de la société, eh bien, on peut imaginer que c'est vrai aussi dans le domaine de la santé. Alors, on voit assez bien comment des stéréotypes négatifs peuvent avoir une incidence dans la prise en charge. Par exemple, je pourrais citer un préjugé qui est assez courant en direction des immigrés, avec l'idée que les immigrés abuseraient, et je mets beaucoup de guillemets, du système de santé. Donc, on voit qu'avec de telles représentations, ça peut conduire certains professionnels, du coup, à restreindre ou à limiter les soins auxquels ils pourraient avoir accès en se disant qu'ils ont déjà suffisamment profité du système de santé. Donc ça, c'est sur les stéréotypes négatifs. Après, ce qui me semble intéressant, c'est aussi de s'interroger sur des représentations qui peuvent paraître à première vue positives, mais qui néanmoins peuvent avoir des impacts négatifs. Et par rapport à ça, je citerai juste la question de la culture d'origine, qui est quelque chose sur lesquels on travaille beaucoup à Migration Santé, et où bien évidemment que prendre en compte la culture de l'autre et sa socialisation, ses cadres de référence, etc., ça nous semble quelque chose d'extrêmement important. Néanmoins, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que dans le système de santé, et puis aussi dans un système où il n'y a pas forcément le temps de déconstruire, de discuter, etc., pour voir de quoi il s'agit quand on parle de culture d'origine, eh bien, en fait, ce terme de culture d'origine va fonctionner comme un stéréotype et peut conduire aussi à des discriminations, même de façon, si vous voulez, de façon inconsciente. Et là-dessus, je trouve intéressant, par exemple, les travaux de Priscille Sauvegrin, qui est sage-femme et sociologue, et qui montre, par exemple, que les professionnels vont moins orienter les femmes perçues comme africaines vers les cours de préparation à la naissance, en se disant qu'il y aurait quelque chose de naturel chez les femmes perçues comme africaines à donner naissance, etc. Du coup, il n'y aurait pas besoin de ces cours de préparation à la naissance. Donc là, c'est un exemple pour bien montrer comment on a un stéréotype autour d'une culture d'origine, etc., qui, in fine, va donner moins d'accès aux soins à des personnes qui en auraient eu besoin. Voilà sur cet aspect représentation, stéréotypes, préjugés. Néanmoins, je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas penser ces aspects de représentation et stéréotypes seuls et que c'est très important de prendre en compte l'ensemble des facteurs systémiques. Parce que si on n'en reste qu'à la partie représentation, stéréotypes, préjugés, c'est vrai qu'on va être plus sur des pratiques individuelles de professionnels, alors que ce qu'on observe, c'est qu'on est sur des pratiques qui sont problématiques
du fait d'un certain nombre de facteurs systémiques. Et je pense que là-dessus, la crise en est un révélateur fort. Donc, le guide cite tout un certain nombre de facteurs systémiques. Je ne vais pas vous en faire toute la liste ici. Je reviendrai juste sur certains, et notamment sur un qui me paraît majeur, c'est la question des enjeux économiques, notamment autour des moyens alloués, que ce soit par exemple en termes de lits, si on pense à l'hôpital, ou en termes de personnel. Donc là, on le voit bien, par exemple, avec la crise et toutes les questions qu'il y a eu autour des lits de réanimation. À un moment, quand il n'y a pas assez de lits, les professionnels se retrouvent à devoir faire une sélection et à choisir qui pourra en bénéficier et qui ne pourra pas en bénéficier. Or, dans ces situations où finalement, il n'y a pas assez de lits pour tout le monde, on voit qu'on a des situations de sélection qui sont plus fortes et du coup qu'on se retrouve avec des risques de discrimination plus importants. Idem pour la question de la surcharge de travail. Avec l'exemple, par exemple, que j'ai donné sur la culture d'origine, on voit bien comme on aurait besoin d'avoir le temps de parler avec le patient ou la patiente, de comprendre ses cadres de référence, de comprendre ses besoins, ses attentes, etc. Eh bien, quand on a une salle d'attente qui est pleine avec 30 personnes, etc., et qu'on a une après-midi de travail, il y a un moment où ce temps-là, on ne peut pas le dédier en tant que professionnel. Et du coup, eh bien forcément, il y a plus de risques de se laisser guider par des représentations et des stéréotypes. Voilà, donc après, il y a d'autres facteurs. Si on réfléchit en termes de territoire, il y a toute la question aussi de la disparité de l'offre en fonction des territoires. Et s'il y a moins d'offres, eh bien, il y a plus de risques de discrimination. La question de la formation des professionnels et des futurs professionnels de santé, qui pour l'instant intègrent peu ces questions de discrimination. Et voilà, on pourrait, la liste des facteurs systémiques, elle est longue, mais elle est essentielle à pouvoir prendre en compte si on veut essayer de faire évoluer les choses. Alors, je me permettrai juste de terminer parce que c'est vrai que quand on fait ces constats sur les enjeux de discrimination, ça peut paraître assez plombant et avoir un peu un sentiment d'impuissance. Donc là, je terminerai par les pistes de travail et les leviers d'action, à savoir que c'est aussi tout un chapitre qui est consacré dans le guide, donc avec un certain nombre de pratiques inspirantes qui sont citées. Donc, les pistes, je les séparerai en deux temps. Des premières pistes qui sont autour de l'idée de mobiliser le droit et les recours existants, dans la mesure où, quand on parle de discrimination, on utilise un cadre juridique. L'enjeu, c'est bien de pouvoir mobiliser le droit. Alors, des recours, on en a, les médiations des caisses primaires d'assurance maladie, les ordres professionnels, le défenseur des droits. On a un décret qui est sorti récemment, là en octobre, pour préciser les modalités les modalités en cas de refus de soins, etc. Donc, on a des outils. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est des outils qui sont peu mobilisés. Donc là, il y a tout un enjeu autour de comment on pourrait mieux mobiliser le droit. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est que, et ça, c'est une démarche qui nous tient à cœur à Migration Santé, c'est de se dire qu'aussi, l'enjeu, il n'est pas qu'au niveau du droit, mais qu'il est aussi important de pouvoir penser d'autres types d'actions pour agir notamment sur les différents facteurs de discrimination que j'ai cités. Ces différents types d'actions, elles sont multiples. Elles vont de l'observation, de pouvoir déjà quantifier les discriminations, travailler sur les formes, travailler sur les conséquences que ça peut avoir sur les personnes, etc., pour sortir un peu de cette idée qu'il n'y aurait pas de discrimination dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est un premier volet. Toute la question de l'implication institutionnelle, donc des directions, des services, etc., pour qu'il y ait des protocoles en cas de discrimination, pour favoriser aussi la mise en place de groupes de supervision, d'analyse de la pratique pour travailler sur les représentations des professionnels, pour mettre en place de l'interprétariat, comme l'a cité le référent de l'ARS, etc. La question, la mise en place de formation initiale et continue sur ces enjeux de prévention et de lutte contre les discriminations. Il y a aussi tout un enjeu de mise en réseau de professionnels, parce que ça, c'est un aspect que nous, on voit assez fortement. C'est des professionnels qui se sentent seuls et isolés avec cette problématique. Donc, le fait de pouvoir être en réseau, ça veut dire aussi de pouvoir travailler collectivement ces questions-là et pouvoir avancer sur d'autres manières de faire. Et puis, enfin, il y a une autre piste qui a été citée dans les allocutions officielles, qui est la question de la médiation en santé.
qui est effectivement une piste intéressante puisqu'elle va pouvoir travailler à la fois avec les usagers et les usagères et avec les professionnels, donc pour justement éviter ce type de discrimination. Donc je salue parce que j'ai plusieurs médiateurs et médiatrices là dans les participants. Et du coup, votre travail au quotidien, ça participe à prévenir les discriminations. Voilà, je n'irai pas plus loin dans cette première partie, sachant qu'on va partir sur un temps en atelier qui va permettre du coup de revenir sur la grille et puis qu'on a encore d'autres temps de travail pour travailler cette question des pistes. Je vous laisse juste du coup, dans le PowerPoint, je vous ai remis l'adresse pour télécharger le guide et puis également notre mail si vous souhaitez des versions papier. Vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bravo pour cette prouesse technologique. Je suis très impressionnée. Donc, bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Et puis, merci beaucoup à l'IREV, à la MEL et à Migration Santé pour l'organisation de ces 2 demi-journées de sensibilisation, puis pour y avoir associé le défenseur des droits. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, déjà, je vais vous présenter un peu comment fonctionne le défenseur des droits, quelles sont ses missions, pour que voilà, vous sachiez un peu plus précisément ce qu'on fait, comment on intervient. Et aujourd'hui, je vais vous présenter surtout les outils qu'on a réalisés sur la question des refus de soins. Et puis, dans 2 semaines, le 7 décembre, je vous présenterai plutôt la manière dont on intervient en cas de recours contre une situation de refus de soins, comment le défenseur des droits peut précisément apporter son appui sur le traitement des réclamations. Alors, en quelques mots sur notre institution, donc le défenseur des droits, c'est une autorité constitutionnelle indépendante. Donc, on a pour mission de veiller au respect des droits et des libertés individuelles. Donc, on est en tant qu'autorité constitutionnelle indépendante, ça veut dire qu'on est une institution publique prévue par la Constitution. On fonctionne avec des fonds publics, mais on est complètement indépendant de l'État, du gouvernement, des parlementaires. Donc, on est bien une autorité indépendante. On a 5 grands domaines de compétences qui sont la défense des droits des usagers des services publics, donc tout ce qui touche aux relations des administrés dans leurs relations avec les administrations, la défense et la promotion de l'intérêt supérieur des droits de l'enfant, donc sachant que le 20 novembre, on a fêté la Journée internationale des droits de l'enfant, voilà, ça fait partie de nos actualités aussi. On a pour mission la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations, donc ça fait partie de nos sujets d'aujourd'hui. Également de veiller au respect de la déontologie par les professionnels de sécurité, donc tout ce qui touche au maintien de l'ordre, des choses comme ça, toutes les relations police-population. Et puis une nouvelle mission qui nous a été donnée en 2016, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, donc sur ces 5 grandes missions sont issues, sauf la dernière, de missions qui étaient antérieurement confiées à d'autres autorités, notamment le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la HALD, et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. L'ensemble de ces missions étaient confiées au défenseur des droits en 2011. Donc, ça va bientôt faire 10 ans qu'on existe. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a reçu 100 000 demandes d'intervention. Voilà, donc on est de plus en plus connu, de plus en plus identifié, mais c'est vrai qu'un petit rappel, ça ne fait pas de mal parce qu'on n'est pas toujours, pas toujours quand même bien identifié. Donc il faut savoir qu'on est constitué, le défenseur des droits, c'est à la fois une personne et une institution. Donc depuis cet été, on a une nouvelle défenseur des droits qui est Claire Hédon, qui a succédé à Jacques Toubon. Donc ce sont des personnes qui sont nommées pour un mandat de 6 ans de manière irrévocable. Donc pendant 6 ans, elles ont une totale indépendance et liberté de parole pour assurer l'exercice de leur mission. Donc elles ne travaillent pas seules. C'est une équipe de 230 agents au siège à Paris, essentiellement des juristes experts dans leur domaine, et une équipe de 510 délégués bénévoles
qui sont répartis sur l'ensemble du ces équipes travaillent de manière différente. Il y a deux grands champs d'intervention dans les 5 domaines d'intervention. C'est à la fois ce qu'on appelle la mission de protection des personnes. Donc, on va être saisi en fait directement par les personnes sur leur situation individuelle. On peut être saisi par courrier, par Internet, ou justement, c'est une de nos spécificités, c'est la présence des délégués sur le territoire. Donc, ces délégués tiennent des permanences physiques, même pendant le confinement, pas pendant le premier confinement, mais pendant le deuxième confinement. Je dis deuxième parce que j'espère qu'on ne souhaite pas qu'il y en ait un troisième, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, les délégués, c'est le visage de l'institution. Ils accueillent, ils écoutent, ils orientent. Ils ont vraiment une mission d'information, d'accès aux droits. Et puis, ils peuvent traiter les situations par la voie amiable. Donc, ils font le règlement amiable de la médiation avec les personnes mises en cause. Au siège, le défenseur des droits a des pouvoirs d'intervention un peu plus poussés. Notamment, il a des pouvoirs d'enquête. Quand le défenseur des droits intervient auprès d'un mis en cause pour lui demander de lui communiquer des informations, les personnes mises en cause ont l'obligation de répondre. Sinon, ça peut donner lieu à une mise en demeure ou derrière à une poursuite pour un délit d'entrave. Bon, je ne crois pas que ce soit déjà arrivé, mais bon, c'est possible. Donc, ce pouvoir de contrainte, il est uniquement sur l'obtention des informations. Il n'est pas sur, justement, ce que je veux vous expliquer, c'est que le défenseur n'a pas de pouvoir de contrainte. On va pouvoir faire des propositions de recommandations, on va prendre des décisions qui vont exposer notre prise de position, notre analyse, on va présenter des observations devant le juge s'il y a un contentieux en cours, mais ce n'est pas nous qui prenons la décision sur une situation. Nous, on accompagne le traitement de la situation, on n'est pas un avocat, on n'est pas un juge non plus, on prend une position juridique, on rend une expertise juridique sur la situation telle qu'elle nous est présentée, mais après c'est aux parties de se mettre en mouvement et d'apporter une solution concrète au litige. Soit par la médiation, soit par le changement des pratiques, soit par le choix de saisir un juge dans le cadre d'un contentieux, soit sinon le défenseur des droits peut aussi faire des propositions de réforme auprès des pouvoirs publics, donc modification de la loi. Voilà. Mais ça reste de la proposition. Donc notre mission, c'est vraiment convaincre plutôt que contraindre. Voilà. Donc, lors de la demi-journée du 7 décembre, je vous présenterai un peu plus concrètement des exemples de situations de refus de soins tels qu'on a pu les traiter. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt de ce qu'on peut faire en matière de promotion. Donc, notre deuxième mission, c'est la promotion des droits, sachant que quand on parle de refus de soins discriminatoires pour le défenseur des droits, ça s'inscrit effectivement dans une vision assez large. C'est un phénomène parmi d'autres de tout ce qui nous arrive en fait. Donc, au vu des 5 missions que je vous ai présentées, on peut très bien être compétent au titre de la mission service public, au titre de la mission droit de l'enfant, au titre de la mission lutte contre les discriminations. La question des refus de soins discriminatoires, elle peut s'inscrire dans l'ensemble de ces missions. Donc, on va avoir une vision aussi bien sur tout ce qui touche au service public de la santé, par exemple, tout ce qui est accès aux soins, la question des déserts médicaux, de difficultés pour trouver un médecin traitant, notamment pour s'inscrire dans un parcours de soins coordonné. C'est des choses sur lesquelles on peut être saisi. La contestation de pratiques tarifaires, de défaillances administratives, par exemple d'une perte de dossier. Voilà, donc la défaillance du service public de santé, c'est un champ dans lequel on peut être compétent. Ça peut aussi être des questions liées aux atteintes aux droits des usagers du secteur sanitaire et médico-social. Donc, par exemple, tout ce qui touche aux difficultés d'accès au dossier médical. Voilà, le fait de ne pas pouvoir accéder au dossier médical, le sien ou par exemple celui de son enfant, ça peut être une question sur laquelle on peut intervenir.
On est aussi compétent sur tout ce qui touche à la situation des personnes hospitalisées dans un établissement de santé ou hébergées dans un EHPAD. Ça, c'est des sujets qui sont aussi pleinement d'actualité. Mais typiquement, les questions liées à l'insuffisance de soins, à une surmédication, une sédation des personnes ou leur atteinte à la liberté d'aller et venir, c'est les questions du non-respect de la vie privée, aussi parfois les moqueries, les insultes, les violences physiques dont peuvent être l'objet ces personnes, donc tout ce qui touche à la maltraitance en fait. C'est des questions sur lesquelles on est aussi compétent. Et c'est d'ailleurs, j'en reparlerai plutôt lors de la deuxième journée, mais on a notamment développé en complément de la notion de discrimination, la notion de harcèlement discriminatoire, qui va être justement basée sur la répétition d'agissements en lien avec un critère de discrimination, mais des agissements qui peuvent aussi se traduire par de la répétition de propos, de situations de violence qui vont à la fin constituer un harcèlement discriminatoire qui porte atteinte à la dignité des personnes en raison d'une situation. Ça peut être en raison de leur santé, en raison de leur perte d'autonomie, en raison de leur particulière vulnérabilité économique. Là aussi, il y a souvent une interdépendance des critères de discrimination. Donc voilà, donc ce sont des situations sur lesquelles on est aussi compétent. Enfin, pour continuer à recentrer un peu le sujet par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va être compétent sur les difficultés d'accès aux soins de certains publics spécifiques. Donc, à partir du moment déjà où on va définir les publics par rapport à un critère, à une caractéristique, on se rapproche de situations de discrimination. Donc, ça va toucher par exemple les personnes privées de liberté. Donc, on est compétent sur toutes les situations qui concernent les détenus, les difficultés d'accès aux soins des détenus, par exemple, tout ce qui touche à la violation du secret médical, par exemple, les concernant. Ça va être des choses sur lesquelles on peut intervenir. D'ailleurs, on est présent dans tous les établissements pénitentiaires, nos délégués interviennent aussi là-bas. On va être compétent sur les refus de soins qui concernent certains enfants, les personnes transidentitaires aussi, ou les personnes séropositives, ça a été évoqué par Émilie Young tout à l'heure. On va être aussi compétent pour le recours à l'AME. Voilà. Donc, on voit en fait des situations de refus de soins liées à la situation juridique, administrative des personnes. Alors, quand on est sur ces situations, ces différences de traitement qui vont être défavorables en raison d'un critère particulier, on est sur une situation de discrimination. Dès lors que ces situations ne sont pas légitimes, pas proportionnées à l'objectif recherché, on va être sur un traitement défavorable lié à l'âge, au domicile, à l'identité de genre. On est sur des situations de discrimination. Ça a été bien expliqué par Émilie tout à l'heure. Donc, on a des situations de refus de soins directs, les refus de rendez-vous, des situations de refus de soins indirects, des orientations répétées, non justifiées vers d'autres professionnels de santé, des délais de rendez-vous anormalement longs en comparaison à d'autres patients, des prises en charge dans des conditions différentes. Voilà, donc toutes ces situations liées à l'accès aux soins en lien avec un critère de discrimination sont des situations de refus. Comment nous, on a travaillé sur ces situations, parce que ce qu'on a pu observer depuis 2011, depuis la création de l'institution, c'était d'abord la faiblesse des recours. Donc ça, on en reparlera aussi, mais le fait qu'il y ait peu de recours, ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Ça veut plutôt dire qu'il est mal identifié par les victimes, que même quand il est perçu comme étant une discrimination, les personnes ne savent pas comment agir, n'osent pas agir, pensent que ça ne sert à rien. Donc, on peut travailler effectivement sur le recours en lui-même, le recours juridique, mais c'est aussi important de travailler sur la prévention. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a travaillé donc de manière partenariale avec des associations, des institutions, sachant que depuis 2012, on a ce qu'on appelle un comité d'entente santé qui réunit des associations telles que Aide, Emmaüs,
la Croix-Rouge, donc des associations. On a 17 associations qui sont regroupées dans un comité d'entente santé, et ce comité d'entente, il se réunit 2 fois par an. C'est un des nombreux comités qu'on a au siège sur différents sujets. Donc, on a un comité égalité femmes-hommes, un comité LGBT, un comité handicap. Alors, on a différents types de comités qui nous permettent en fait, de mettre autour de la table différents partenaires associatifs pour à la fois faire remonter des difficultés, faire reconnaître, qu'on puisse, nous, au niveau du défenseur, mieux savoir ce qui se passe sur le terrain en complément des réclamations individuelles qu'on peut recevoir. Et nous, au niveau du défenseur, on fait aussi passer nos positions institutionnelles, faire connaître nos décisions, nos outils. Donc, ça permet de nouer un dialogue avec les associations compétentes sur le sujet. Ça permet de compléter le diagnostic et puis d'identifier ensemble des actions à mettre en place pour faire changer justement les pratiques. Donc, la première action qu'on a mise en place sur les refus de soins, c'est en 2014. On a publié un premier rapport, puisqu'on a publié un rapport sur les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMUC, de l'ACS et de l'AME. Donc, aujourd'hui, CMUC et ACS ont fusionné dans la complémentaire santé solidaire, la C2S. Mais nous, toutes les études qu'on a réalisées sont sur ces dispositifs. Mais leurs résultats sont toujours valables concernant ce nouveau dispositif. Donc, ce premier rapport nous a permis d'identifier un peu mieux la problématique et de constater effectivement que les refus de soins existaient, que c'était une vraie problématique sur laquelle il fallait travailler, et que ça nous a aussi permis de communiquer sur le fait que le défenseur des droits était compétent sur ce sujet. Donc, depuis 5 ans environ, on voit les réclamations augmenter. On est passé d'une dizaine, c'était vraiment un épiphénomène, à aujourd'hui une 60aine de réclamations par an, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ça fait quand même une réclamation par semaine qui parvient au défenseur des droits sur une situation de refus de soins. Donc, on voit qu'à partir du moment où on communique, on se fait connaître, il y a quand même une possibilité de faire augmenter les recours, mais évidemment, c'est que la partie visible du phénomène. Donc, on a, en partenariat avec le fonds CMUC, engagé un deuxième volet d'études en voulant en fait mieux comprendre les relations entre les médecins et les patients précaires, puisque donc on s'intéressait à ces publics vraiment qui bénéficient de dispositifs particuliers en raison de leurs ressources, qui donc sont identifiés comme une catégorie propre en fait, qui catégorise ces personnes du seul fait de leurs conditions de ressources. Ce qu'on a vu dans cette étude en 2017, là c'était vraiment une étude qualitative sur le discours des médecins et des dentistes. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment la construction d'une catégorie de patients et qui était intégrée dans le discours des médecins et des professionnels. Et souvent, les motifs qui étaient avancés étaient pour refuser les soins, c'était le fait qu'ils soient bénéficiaires de cette complémentaire santé. Donc, c'était pas, ça mettait vraiment en évidence un discours particulier des professionnels de santé sur les bénéficiaires de ces dispositifs. Donc, on a encore voulu aller un peu plus loin dans la démarche avec deux volets. Poursuivre le diagnostic avec une première étude dont je vais vous parler, dont les résultats ont été publiés il y a 1 an, fin 2019. Donc, c'est un test de situation sur les refus de soins discriminatoires liés à l'origine et à la vulnérabilité économique. Et on a aussi publié parallèlement, donc en 2018, fin 2018, des outils que je vais vous présenter aussi ensuite, à la fois des outils d'information, à la fois à destination des usagers pour l'un et à destination des professionnels de soins et de santé de l'autre. Donc, deux outils qui visent à la fois à faire connaître les droits d'un côté et de l'autre à faire connaître la situation des refus de soins et comment améliorer ces pratiques. Donc, sur l'étude
test de situation sur les refus de soins. Donc, c'est une étude qui a été réalisée toujours en partenariat avec le fonds CMUC et qui a été pilotée, en fait, qui a été réalisée par le laboratoire qui s'appelle Érudite, qui est le laboratoire des universités Paris-Est, Marne-la-Vallée et Paris-Est, Créteil. Donc, cette étude, en fait, elle a été réalisée. C'est un testing de grande ampleur. Donc, qui a été l'idée, ça a été d'avoir 3 profils types de patientes. On est parti sur des profils féminins parce qu'on voulait inclure dans les tests les gynécologues. Donc, si on avait eu des profils masculins et féminins, ça aurait biaisé l'analyse des résultats. Donc, on a créé 3 profils féminins. Une patiente type de base, une patiente qu'on pouvait identifier, dont on pouvait présumer en tout cas une origine étrangère du fait de son patronyme, et une patiente ayant une particulière vulnérabilité économique qui était identifiée par le fait de bénéficier soit de la CMU complémentaire, soit de l'ACS. Donc, ces tests ont été réalisés auprès de 1500 cabinets sur 3 spécialités médicales, à la fois des chirurgiens dentistes, des gynécologues et des psychiatres. Donc ça, c'était aussi une nouveauté. C'était la première étude qui visait à tester les refus de soins auprès des psychiatres. Alors, les résultats qui ont été mis en évidence par cette étude, c'est d'abord une forte discrimination selon la vulnérabilité économique dans les 3 spécialités médicales testées, puisqu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la patiente de référence, elle obtient un rendez-vous avec succès dans 70% des cas, alors qu'une personne qui bénéficie d'une aide d'un dispositif particulier, CMUC ou ACS, a un taux de succès de seulement 58% d'obtention d'un rendez-vous. Donc, il y avait quand même un écart entre la patiente de référence et la patiente type. Et la patiente testée. Pardon. Alors, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir qu'on n'a pas identifié particulièrement de différence selon l'origine. En revanche, c'était vraiment le critère de la vulnérabilité économique qui est ressorti. On n'a pas vu de différence particulière sur les délais d'obtention de rendez-vous. Globalement, c'était des rendez-vous qui étaient obtenus dans un délai de 20 jours pour les chirurgiens dentistes, 45 jours pour les gynécologues et 31 jours pour les psychiatres. Donc là, il n'y avait pas de différence significative à ce niveau-là. En revanche, ce qu'on a vraiment vu, c'était une différence dans l'accès effectif à un rendez-vous et donc un accès effectif aux soins, puisque donc 42% des patients bénéficiaires de la CMUC ou de l'ACS n'ont pas eu accès à un rendez-vous. 58% qui en ont eu un et 42% qui n'en ont pas eu du tout. Donc, c'est quand même un taux très élevé, globalement, de 42% qui n'ont pas accès à un rendez-vous. Et on a pu voir qu'il y avait une variation, puisque c'était 25% n'ont pas eu accès à une consultation dentaire et 66% n'ont pas eu accès à une consultation de psychiatrie. Voilà, donc des écarts aussi très importants qui montrent globalement des difficultés d'accès aux soins. Ça, ce n'était pas forcément des refus de soins discriminatoires, ça montre globalement les difficultés d'accès aux soins. Ensuite, selon justement que la patiente de référence a eu, elle, l'obtention d'un rendez-vous, on a pu mesurer des écarts. Et donc, il y avait des écarts différents selon la nature du professionnel de santé, puisque c'est 9% des dentistes qui n'ont pas donné de rendez-vous, qui ont donc fait des refus de soins discriminatoires, 11% des gynécologues et 15% des psychiatres. Donc voilà, on a pu observer qu'il y avait des comportements un peu différents selon la spécialité. Ce qu'on a pu observer aussi, mais qui est moins significatif, c'est qu'il y avait une différence, une plus grande discrimination à l'encontre des bénéficiaires de l'ACS par rapport à ceux de la CMUC. Mais bon, comme aujourd'hui les 2 dispositifs sont fusionnés, ça va pas, voilà, ça a moins d'impact d'avoir cette donnée aujourd'hui. Et on a pu aussi constater qu'il y avait une plus grande discrimination dans les
de la part des professionnels du secteur 2 par rapport à ceux du secteur 1. Il y a aussi une différence d'intensité de la discrimination selon les régions, et notamment en Île-de-France. Voilà, les Hauts-de-France ne sont pas ressortis comme étant plus discriminants que les autres régions. On a aussi pu analyser certains motifs de refus de soins, notamment pour justifier en fait le refus de soins. La majorité des professionnels, dans un tiers des cas, ont déclaré tout simplement qu'ils n'acceptaient pas les rendez-vous pour les bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS. Donc là, c'était vraiment un refus de soins direct et assumé et discriminé de manière discriminatoire. En revanche, on a observé aussi des refus de soins un peu moins explicites, des discriminations moins explicites, puisque ça pouvait être camouflé derrière des motifs du type je ne prends pas de nouveaux patients, ou je ne connais pas cette prestation, ou je n'ai plus de place. Alors qu'à côté, on voyait que la patiente référente type, elle, obtenait un rendez-vous. Voilà. Donc ça permet, ce testing permet d'objectiver, de constater effectivement des discriminations. Et puis, on en reparlera aussi lors de la deuxième table ronde le 7 décembre, mais pour nous, au niveau du défenseur, c'est un premier élément de preuve en matière de constat d'une discrimination. Voilà. Voilà, là, je sépare l'étude du recours. Hein. C'est bien évidemment deux choses différentes. On n'a pas du tout engagé de procédure. Ça, c'est vraiment des tests de situation qui ont été faits pour des constats sociologiques. Voilà donc pour cette étude qui a donc été publiée fin 2019, qui a vraiment vocation à mettre en lumière l'existence, la réalité du phénomène, au-delà des simples recours qui sont peu nombreux. Et qui, voilà, l'idée vraiment de cette étude, c'est de pouvoir favoriser la prise de conscience des professionnels, des institutions sur la réalité du phénomène. Et puis, moi, je crois que ça a été dit aussi, mais ce qu'on sait, c'est quand même que ces situations de discrimination liées à la particulière vulnérabilité économique, elles s'inscrivent aussi dans un continuum d'autres discriminations, notamment dans l'accès au logement, peut-être aussi dans l'accès à d'autres types de biens et services. Donc, voilà, c'est vraiment un phénomène qui va s'amplifier pour les personnes et qui va, comme ça a été dit, contribuer à détériorer aussi leur situation psychologique. Donc, tout ça, c'est des phénomènes à prendre en compte. On a aussi, donc, au-delà de cette étude, on a publié des outils qui visent plutôt à informer, alors d'abord les potentielles victimes de discrimination. Donc ça, c'est un premier dépliant qui montre aussi en même temps, qui prend cette forme là. Voilà, donc vous allez avoir le détail dans le PowerPoint. Donc c'est un premier outil qui s'adresse aux usagers et notamment aux bénéficiaires d'une protection complémentaire susceptible d'être victime de refus de soins. C'est vraiment l'idée de les aider à mieux connaître leurs droits et à les faire valoir. J'avais prévu de vous distribuer les dépliants aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Et donc, je vais aller déposer le stock à l'IREV dès qu'on pourra circuler un peu plus librement. Et puis surtout pour que vous puissiez aller le récupérer. Donc, ce dépliant, il est vraiment destiné au grand public. Il rappelle l'interdiction des discriminations dans l'accès aux soins. Il explique la notion de discrimination directe ou indirecte. Et puis, il rappelle aussi aux bénéficiaires de la CMU-C, de la CS et de la ME qui disposent de droits spécifiques. Donc, évidemment, le dépliant doit être mis à jour, puisqu'il y a un nouveau dispositif. Mais bon, il y a quand même, les contenus restent valables. Vraiment, l'idée, c'est de sensibiliser et d'inciter les personnes à s'informer sur leurs droits, lorsqu'ils font l'objet d'un refus de soins,
à demander des explications auprès du professionnel sur les motifs, hein, et de recueillir, si possible, des éléments de preuve sur les motifs du refus de soins. Et puis, le dépliant explicite aussi les recours, comment réagir, qui saisir pour ne pas rester dans la situation. Il donne aussi, notamment des exemples pour bien illustrer quel type de situations sont couvertes. Donc, on peut avoir effectivement à la fois des refus directs. Hein, j'ai informé mon médecin traitant que j'avais changé de situation. Désormais, je suis bénéficiaire de l'ACS. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus me recevoir. Donc, ça, c'est un refus de soins direct. Il y a aussi des exemples de traitements différenciés sur, par exemple, la surfacturation. En tant que bénéficiaire de la CMUC, le professionnel de santé exerçant en secteur 2 m'a facturé un dépassement d'honoraires ou une situation sur l'organisation du rendez-vous parce que j'ai le VIH, la dentiste m'a demandé de revenir en fin de journée. Voilà, donc ce sont des exemples de situations pour faire comprendre en quoi peut consister le refus de soins. Ça peut aussi être donc une situation de réorientation. Ma gynécologue m'a demandé de voir un autre confrère, mon gynécologue. Il estimait qu'en raison de mon handicap, il pourrait avoir des difficultés à me prendre en charge lorsque je serai enceinte. Voilà, donc situation de réorientation. Ou tout simplement le fait que ça a été aussi évoqué tout à l'heure, je crois, le renoncement aux soins parce qu'il y avait une affiche, hein, dans le cabinet. Là, on a pris l'exemple de l'ophtalmologiste qui ne reçoit pas, il affiche tout simplement qu'il ne reçoit pas de bénéficiaire de la CMUC. Donc là, voilà, on sait que ces refus de soins engendrent aussi des situations de renoncement aux soins, de renoncement à se soigner. Et ça, derrière, ça peut se répercuter de manière encore plus grave sur la situation de santé de la personne. Et puis, ça va aussi avoir un impact sur sa santé psychologique. Alors, ce dépliant, il a été diffusé à plus de 6000 exemplaires. Il est disponible sur notre site internet. En termes de diffusion, on s'est appuyé sur les ordres professionnels de santé qui faisaient partie du groupe de travail, hein, qui a permis l'élaboration de cet outil, notamment le Conseil national de l'ordre des médecins, l'ordre national des chirurgiens dentistes et l'ordre des sages-femmes. Donc, on travaille, hein, avec les ordres au niveau du siège, on est en contact avec eux. C'est un dialogue régulier. Ça permet justement de sortir du déni et de se mettre autour de la table pour voir comment on peut progresser ensemble. On a travaillé bien évidemment avec le Fonds CMU, avec les associations qui sont membres du comité d'entente santé et qui ont donc participé à la diffusion de cet outil. On a publié parallèlement une fiche pratique pour les professionnels de santé. Donc, elle est plus petite. Voilà. Donc, elle est également disponible, hein, sur notre site internet et elle sera aussi disponible à l'IREV dès que j'aurai été la déposer. Donc là, on est plus sur un outil qui s'adresse directement aux professionnels de santé et qui donc déjà vise à les sensibiliser sur l'existence des refus de soins, sur qu'est-ce que c'est un refus de soins et comment faire en sorte de les éviter. Ça rappelle le cadre légal, donc dans quel cadre s'inscrit le refus de soins, comment il peut être sanctionné aussi. Et puis, ça explique aussi que, en termes de pratique, les refus de soins d'un professionnel vont engendrer des reports sur d'autres professionnels de la commune, du département, de la région. Donc, ça crée un déséquilibre aussi dans la répartition des patients auprès des professionnels. On essaie dans cet outil de proposer des recommandations, donc de comment faire pour un peu déconstruire les préjugés qui peuvent préexister autour d'un certain type de patients, donc ces patients précaires, en conseillant de s'informer sur les droits dont bénéficient les patients pour éviter tout malentendu, donc se renseigner sur leur situation administrative. Et puis
aussi de s'assurer que les droits du patient sont à jour pour éviter les difficultés, les problèmes de remboursement. Donc ça, c'est possible voilà, pour le professionnel de demander la carte vitale ou l'attestation de droit. On incite aussi à proposer différents modes d'organisation des rendez-vous parce que les préjugés qui peuvent aussi être liés à ce type de public de patients précaires, c'est ils ne viennent pas au rendez-vous, ils n'annulent pas. Donc, pour éviter aussi de tomber dans ce travers, voilà, de proposer différents modes de prise de rendez-vous et de faciliter aussi les annulations, d'indiquer bien au patient que lorsqu'il ne pourra pas venir, il doit annuler son rendez-vous. Et puis globalement, de ne pas hésiter à se rapprocher des référents des CPAM en cas de difficultés administratives parce qu'ils sont aussi là pour informer les professionnels sur ces situations. Voilà un peu globalement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous donner voilà, comme éclairage sur ce qu'on peut faire en termes de promotion, donc tout ce qui est vraiment identification d'un phénomène, accompagnement au changement des pratiques et voilà, tout le volet qu'on peut faire en amont en termes de prévention des discriminations et des refus de soins discriminatoires. Merci Clémence pour votre intervention. Si vous voulez, vous pouvez mettre fin du coup au partage d'écran. Je vais essayer. Voilà, super. Voilà. Oui, Clémence, je disais dans le chat que les documents, nous les avons également mis à disposition des participants via le chat. Voilà, mais bien sûr, nous aurons aussi tous les documents physiquement auprès de l'IREV. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Et il y a également notre site à disposition avec l'ensemble des ressources et on vous joindra également une bibliographie complémentaire pour aller plus loin, si vous souhaitez en tout cas, par rapport au sujet des discriminations dans le champ de la santé. On vous communiquera ça à la fin de la conférence. On va donc poursuivre avec vous, les participants. On a eu quelques interventions en plénière, on a eu le temps de discuter aussi, de travailler en atelier. Voilà, vous avez la parole pour une remarque, une interrogation, des demandes de compléments. Enfin voilà, on vous laisse la parole. Donc il y a possibilité pour vous, je pense, de lever la main pour prendre la parole ou aussi d'utiliser le chat si vous préférez. C'est toujours compliqué, il faut qu'il y en ait un ou une qui se lance et après c'est parti. Oui, Monsieur Roussel, Monsieur Franck Roussel. Oui, bonjour, je suis médecin et je suis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au conseil régional de l'ordre des médecins. Alors, je suis désolé, je vais peut-être un petit peu me répéter pour ceux qui étaient avec moi dans l'atelier tout à l'heure. Mais déjà, je vous remercie pour l'organisation de cet après-midi. Hein. C'est vrai, c'est vraiment très important. D'ailleurs, on le voit au nombre de participants. Et on a revu tout à l'heure un petit peu ce qui se passait quand il y avait un patient qui se sentait discriminé. Dans les pistes qui étaient envisagées, évidemment, on avait évoqué cette nouvelle, la commission, en fait, la commission mixte de discrimination qui va pouvoir siéger à partir du mois de janvier 2021 avec le conseil départemental de l'ordre des médecins et la CPAM. Donc ça, c'est une finalité puisque ça fait partie de la loi HPST de 2009 et ce décret est paru là ici en octobre de 2020. C'est vraiment une avancée, mais au-delà de ça, si une personne ne va pas jusqu'à la plainte actuellement, ce qu'on demande aussi, nous, ordinaux médecins, c'est que la personne ou l'association qui la représente,
puissent éventuellement, comment dirais-je, nous écrire, nous solliciter. Même si ça ne va pas jusqu'à la plainte, je dis bien actuellement, on pourrait à ce moment-là, de toute façon, nous, ce signalement nous permet de nous tourner vers le professionnel de santé en demandant un petit peu des comptes. Et à partir de l'année prochaine, simplement le fait de signaler, ce sera traité en conciliation éventuellement. Si on a, une fois qu'on aura entendu évidemment le professionnel de santé, ça partira en chambre disciplinaire s'il y a motif de discrimination. Voilà. Je tenais à le préciser pour dire que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, Madame Lévesque l'avait dit, il y a eu un travail avec le Conseil national de l'ordre des médecins et effectivement, c'était un souhait comment dirais-je, du Conseil national de pouvoir faire évoluer la loi, en fait, ce qui avait été prévu, de pouvoir l'appliquer maintenant. Voilà. Merci, Monsieur Roussel, pour ces compléments d'information. Et je pense qu'on aura aussi d'autres compléments de votre part lors du 7 décembre, puisque vous interviendrez notamment sur la table ronde mobiliser les recours juridiques. Peut-être… Moi, je voudrais relayer, Ingrid, oui. une question. Alors, en fait… Attends, oui, je vais vous donner la parole. C'est juste une question dans le chat. Monsieur Roussel, est-il possible d'avoir les contacts de ce groupe auprès de qui on peut faire remonter ces situations? Et comment faire pour signaler une situation à l'ordre départemental des médecins? Alors, tout simplement en écrivant, donc soit par mail, l'adresse on la trouve sur le site internet, hein, mais elle est très simple, c'est nord@59.medecin.fr, mais je vous le donne là, mais on le trouve très facilement sur internet. Donc déjà par mail ou alors par courrier en écrivant 2 rue de la Collégiale à Lille. Et nous, de toute façon, on va le traiter comme ça doit être traité, évidemment. Hein, mais je leur dis bien, même si vous êtes professionnel médico-social et que vous constatez un refus de soins discriminant, comme on l'a vu avec les critères, etc., il faut nous le signaler. Hein, même si le patient, de toute façon, on respectera la confidentialité, évidemment, son identité s'il ne souhaite pas être, comment dirais-je, connu du professionnel. Mais nous, le fait d'interroger le professionnel de santé, déjà, ça va un petit peu le titiller en disant bon, il faudra peut-être que je fasse attention pour la suite. Voilà. Mais sinon, pour signaler, oui, c'est par mail ou par courrier. Très bien, merci beaucoup pour ces compléments. Alors, c'est Sylvie, c'est ça qui voulait… Oui, d'accord. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Oui, je voulais relayer, et c'était une question sur laquelle on a été interrompu à la fin de l'atelier, et je pense que c'est pour repasser la parole au groupe. C'était les freins que les patients eux-mêmes peuvent avoir par rapport à signaler quelque chose, et donc d'avoir peur de se faire, alors s'ils sont en situation irrégulière, de se faire identifier, mais aussi d'avoir des conséquences péjoratives pour une autre fois, enfin des choses… donc je ne sais pas, je veux repasser la parole aux personnes du groupe, mais c'était resté en suspens au moment où on a été retélétransporté dans la grande salle. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans le même groupe veut prendre le relais ou d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à l'ensemble des interventions, aux interrogations encore peut-être qui persistent? Je ne vois plus forcément de questions dans le chat. Bon, voilà, après, c'est vrai que c'est la fin de journée, alors peut-être qu'il y a de la fatigue. Voilà, en tout cas, bon, on a quand même eu des échanges, je pense même au sein de l'atelier, qui étaient très riches. Voilà, bah, écoutez, pour ne pas surcharger la journée, on va peut-être passer à la conclusion qui sera réalisée donc par Sylvie Moser Lutz, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, voilà, vice-présidente de Migration Santé Alsace. Je vais vous laisser la parole pour conclure cet après-midi. Oui.
Alors, merci à tous. Nous espérons que vous avez passé une bonne après-midi, en fait, autant que cela vous a enrichi en termes de contenu théorique, mais aussi de démarche méthodologique, en fait, aussi en termes d'illustration, de méthode d'analyse, que les échanges qu'on a eus en petits groupes, en atelier, ont permis aussi d'illustrer de façon assez concrète les situations, mais aussi de faire écho avec des situations que vous rencontrez déjà, avec des expériences que vous pratiquez déjà, en fait, sur certains lieux. C'est aussi l'occasion de vous croiser entre vous, en fait, sur le territoire de Hauts-de-France. Finalement, certains se connaissent, mais peut-être pas tous. Et c'est vrai que pour ce faire, enfin, la suite, c'est que vous reveniez la semaine du 7 décembre, qu'on vous invite à poursuivre cette réflexion autour du programme qui s'inscrit en particulier sur les liens entre discrimination et inégalité sociale, et ensuite autour d'expériences et de témoignages vécus sur ces aspects. Je voudrais quand même rebondir sur la question que j'ai ramenée, que personne n'a relayée, parce qu'elle me semble quand même assez essentielle, et je ne sais pas si Émilie ou Clémence Lévesque voudraient rebondir. C'est vrai que sur la question du frein des personnes elles-mêmes, en fait, je pense que ce n'est pas négligeable, en fait, pour être moi-même issue du monde de la santé. Quand ça va bien, on n'a pas trop envie d'y retourner, on va dire, et on a avalé ce qui n'allait pas. Enfin, expérience assez régulièrement vécue pour ma part. Du coup, je voudrais quand même un peu rebondir là-dessus et comment cette dimension-là, même si vous n'y répondez pas qu'aujourd'hui, mais aussi dans 15 jours, comment elle est réfléchie, comment elle est pensée, parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est pas anodin en fait, hein, d'oser dire, j'ai pas été bien reçue par le docteur ou on m'a pas accepté à l'hôpital, enfin, c'est pas si simple. Et que c'est délicat. Nous, en Alsace, on reparle de la situation de Madame Naomi, je ne sais plus son nom de famille, de Osamu, en fait, qui a eu il y a 2 ans, en fait, et ça a été très remuant quand même à plusieurs niveaux, en fait. Et du coup, quelles sont les propositions ou l'état des lieux actuel? Je me permets quand même de relancer cet aspect si vous l'acceptez. Oui, effectivement, vous avez raison, ce sont les conséquences quand même sociales et psychologiques des discriminations. Et qui font aussi qu'à un moment donné, il y a un non-recours aux soins et un non-recours aussi à faire valoir ses droits. Hein. Saïd Samoussi aussi, on parlait lors de notre atelier à travers l'association qu'il porte. Alors, je ne sais pas, je peux vous laisser la parole, je ne sais pas qui souhaite. Saïd ? Je peux compléter, bien sûr. Moi, je trouve, en effet, et j'abonde dans ce sens, que c'est une question essentielle. Donc, la posture parfois que certaines victimes ont face à des situations qui les dépassent totalement. Il y a plusieurs facteurs. Donc, on peut avoir par exemple le facteur linguistique, et on en a parlé donc, tout à l'heure dans l'atelier, sur la question de l'accès aux soins. Lorsqu'on est face à des médecins, je l'ai dit tout à l'heure, ou lorsque nous sommes à l'hôpital, puisque en général, ce sont des métiers qui sont régis par un protocole rigide et par un statut qu'on n'ose pas remettre en question. Et du coup, lorsqu'on est victime de discrimination, on se plie. Donc, on n'ose pas. Lorsqu'on est face à un médecin, il a toute la légitimité, sa parole, comme j'ai dit tout à l'heure, est presque sacrée. Du coup, lorsque nous, on est en difficulté, mais lorsqu'on se sent victime de discrimination, on n'ose pas. Donc, on n'ose pas remettre en question même lorsqu'on est persuadé d'être victime de discrimination. Donc, la question de l'accès aux soins, comme j'ai dit tout à l'heure, renvoie à une question beaucoup plus globale, donc, qui est englobée dans un contexte social donné, où il y a d'autres enjeux vétaux, donc liés, et on le vit en ce moment, donc avec la crise sanitaire, c'est un exemple vivant, il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants que les discriminations deviennent presque secondaires. Du coup, lorsqu'on est victime de discrimination, l'accès aux soins, on est fragile, physiquement parlant, psychologiquement parlant, on a tendance parfois à renoncer. Donc à renoncer parce qu'on n'a pas l'énergie et on n'est pas outillé. Et justement, d'où donc l'intérêt vraiment pour les associations de s'accaparer donc de cette question-là, qui est hyper importante, pour pouvoir apporter de l'aide donc, lorsqu'il y a des situations qui sont signalées. Clémence, je vous en prie, vous voulez réagir?
Oui, je veux bien compléter. En fait, la question du non-recours des victimes de discrimination, c'est une question assez transversale à la lutte contre les discriminations, que ce soit sur les questions de santé, d'emploi, de logement. Nous, c'est un phénomène qu'on observe. Et alors après, nous, en tant que défenseurs des droits, notre mission première, c'est évidemment de traiter les recours. Donc, on sait très bien que ce qu'on voit, c'est qu'une toute petite partie. Donc, ce que je disais, c'est qu'on essaie justement de faire connaître les phénomènes en communiquant sur les études, les identifier autrement. Mais c'est vrai que ce qui est important, je pense, c'est l'accompagnement par des professionnels, des associations pour aider ces personnes qui vont peut-être en parler dans un cadre plus sécurisé, pas s'orienter directement vers un recours. En fait, c'est justement, il va y avoir des intermédiaires qui vont pouvoir les conseiller, les écouter, les orienter et après voir si elles sont dans une démarche de recours, parce que tout le monde n'est pas du tout dans une démarche de recours, mais en revanche, par exemple, si une personne s'adresse au défenseur des droits, ne serait-ce que s'entendre dire que oui, effectivement, il y a eu une situation de discrimination, rien que ça peut déjà suffire à l'accepter et à passer à autre chose. Tout le monde ne va pas vouloir s'engager dans une démarche contentieuse de recherche de sanctions. C'est aussi à ça que sert l'action du défenseur en termes de règlement amiable. C'est juste que les deux personnes se mettent autour d'une table, effectivement, mais pour reconnaître une situation. Donc ça, c'est sur la situation individuelle. Et après, sur la situation plus systémique, c'est vrai que c'est important de continuer à parler de discrimination, même en période de crise. On a eu une crise économique. Moi, je suis plutôt spécialisée sur les questions de discrimination dans l'emploi, mais c'est vrai que maintenir le sujet de la lutte contre les discriminations quand il y a un chômage massif, c'est compliqué en fait, puisque de toute façon, les entreprises vont discriminer puisqu'elles vont devoir choisir entre un nombre de candidats impossible en fait. Donc, et là, avec la crise sanitaire, effectivement, l'accès à la santé, l'accès aux soins, ça va devenir beaucoup plus difficile. En tout cas, en ce moment, c'est un sujet où le refus de soins discriminatoire va être un épiphénomène. Donc, je pense qu'il faut continuer à en parler, que les professionnels, les associations puissent aider les personnes à se reconnaître comme victimes et à les orienter vers les voies de recours. Mais c'est sûr que sans intermédiaire, se reconnaître victime de discrimination et savoir comment agir, ça me paraît très compliqué. Et peut-être si je peux ajouter un tout petit complément, c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle nous, on a plutôt orienté notre travail en direction des professionnels et des bénévoles, parce qu'il nous semble que là, on a un levier très important. C'est pour ça aussi que la situation qu'on vous a présentée, c'est une situation avec un bénévole qui est témoin d'une situation de discrimination. Effectivement, on parle de situations qui sont des ruptures d'égalité, donc qui mettent en cause quand même un principe fondamental de la société et faire reporter sur les épaules des personnes qui en sont victimes le fait de promouvoir l'égalité, c'est quelque chose qui semble vraiment disproportionné. Donc c'est pour ça qu'il nous semble intéressant de vraiment cibler cette cible des professionnels et des bénévoles associatifs, notamment parce qu'on a de nombreux professionnels qui savent quels sont, par exemple, les médecins qui vont accepter les bénéficiaires de la CMUC ou de la CSS et quels sont les médecins qui ne vont pas les accepter. Donc, du coup, là, on a une connaissance qui permet aussi de sortir de la dimension simplement individuelle et sur des choses qui sont plus collectives, puisqu'en fait, quand une personne elle est victime d'un refus de soins, c'est pas que elle qui va être victime. C'est-à-dire que le prochain bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire qui se présente va aussi être victime. Donc, du coup, ça peut être aussi intéressant de penser les choses de façon plus collective. Et pour ça, on a des outils comme le testing. Là, ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est un testing à des fins de recherche, mais il existe aussi des testings à des fins judiciaires. Donc là, ça permet de sortir de cette dimension simplement individuelle, ou bien quand on a d'autres éléments de preuve qui permettent aussi de ne pas être sur un cas individuel. Par exemple, il y avait les plateformes type Doctolib et autres, où il y avait certains professionnels qui avaient affiché le refus de recevoir des bénéficiaires de la CMUC ou de la CS. Et là, du coup, on a un certain nombre d'associations et d'associations d'usagers qui ont fait un dépôt de plainte suite à ces affichages. Donc, on peut aussi
sortir d'une dimension purement individuelle avec l'idée que ça serait un patient et un professionnel et réfléchir de façon plus collective. Merci Émilie, merci pour l'ensemble de vos interventions, voilà, qui nous ramènent aussi quand même à d'autres réflexions et notamment au programme du 7 décembre, hein, parce qu'on ira quand même approfondir la question des inégalités de santé, hein, avec notamment le sociologue Jessie Cormon, et on travaillera également pour aller plus loin, ce qu'on a quand même initié là aujourd'hui au sein des ateliers, avec la mobilisation des recours juridiques, et aussi ce qu'on évoquait récemment aussi sur la mobilisation du tissu associatif, des personnes qui peuvent être accompagnantes et qui peuvent aussi permettre quelque part à la fois la résilience, mais aussi le fait de faire valoir les droits des personnes victimes de discrimination. On a fait le tour, je pense, des échanges. Je surveille le chat et puis je pense qu'on arrive à la fin de notre programme. Je vous ai mis dans le chat le lien vers la bibliographie que l'IREV a réalisé en collaboration avec Migration Santé Alsace, avec l'appui aussi du réseau Récit, spécialisé aussi sur les discriminations. Voilà. On vous donne rendez-vous le 7 décembre. On vous renverra le lien de connexion. Demain, vous disposerez de tous les supports d'intervention aujourd'hui, notamment les PowerPoint sur la page de l'événement que vous avez eu aussi dans le chat. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre mobilisation et votre participation active, et les échanges ont été vraiment très enrichissants. Merci beaucoup et puis belle fin de soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous au 7 décembre. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.